Parfois, la vie d'une personne se joue en l'espace de quelques minutes. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une de ces urgences vitales pour décortiquer ensemble toute la mécanique d'un sauvetage, la détection, la prise de décision et bien sûr, la course contre la montre qui s'engage. Et tout commence là, avec cet appel. Une phrase toute simple, mais qui fait basculer une situation dans l'urgence la plus absolue. Pour les équipes qui se mettent en route, l'issue est complètement incertaine. Chaque seconde qui passe elle devient cruciale. Avant même d'arriver sur place, l'équipe médicale doit essayer de comprendre à qui elle a affaire. L'histoire du patient, c'est vraiment la toute première pièce du puzzle. Il faut l'assembler très vite. Alors voilà le profil. Un homme de 57 ans, avec des facteurs de risque assez classiques, comme le tabac et l'alcool, mais il y a un détail qui fait tout de suite sonner l'alarme, cet antécédent d'embolie pulmonaire. Et le fait qu'il soit sorti contre avis médical la dernière fois, ça veut dire que le risque d'une récidive, potentiellement beaucoup plus grave, est extrêmement élevé. Donc, avec ce premier gros indice en tête, l'équipe se transforme en une sorte de brigade de détectives. Le corps du patient, c'est la scène de crime. Et ils n'ont que quelques minutes pour trouver le coupable avant qu'il ne soit trop tard. Les premiers chiffres qui s'affichent sur les moniteurs racontent déjà une histoire très inquiétante. Une fréquence respiratoire à 40, c'est le double de la normale. Ça veut dire que le corps se bat désespérément pour avoir de l'oxygène. Pour compenser, le cœur s'emballe, 129 battements par minute, mais la tension, elle, commence à flancher. C'est le signal que tout le système est en détresse sévère. Mais les chiffres, ça ne dit pas tout. L'examen clinique, lui, révèle une agitation, un signe que le cerveau est en manque d'oxygène. Et puis, il y a ces marbrures, cette coloration de la peau qui est un signe visuel terrifiant. Ça veut dire que la circulation sanguine est en train de s'effondrer. Le patient est en état de choc, c'est clair. L'analyse de sang, elle, va encore plus loin. Elle nous révèle ce qui se passe au niveau cellulaire. Un pH de 7,25, le sang devient dangereusement acide. Des lactates, 10 fois supérieurs à la normale. En gros, les cellules suffoquent, littéralement. Et puis les marqueurs cardiaques, la troponine et le NT-proBNP, ils explosent. Ça confirme que le cœur est en train de lâcher sous la pression. Bon, à ce stade, tous les indices pointent vraiment dans la même direction. La suspicion de l'équipe est très forte, mais en médecine, une suspicion, ça ne suffit pas. Il leur faut une preuve. Et il la leur faut maintenant. Alors, si on récapitule, une détresse respiratoire aiguë, un état de choc, un cœur qui est en train de lâcher, et cet antécédent clé. Quelle est la seule et unique pathologie qui peut expliquer tout ce tableau catastrophique ? La seule réponse possible, une embolie pulmonaire massive. Pour se faire une image, il faut imaginer un embouteillage monstre sur l'autoroute qui relie le cœur au poumon. Le sang est complètement bloqué, il ne peut plus aller chercher l'oxygène. Et privé de son carburant, tout le système commence à s'effondrer. Et la confirmation, elle arrive avec l'angioscanner. Les images sont sans appel. Non seulement il y a des caillots qui bloquent les artères des deux côtés, mais l'artère pulmonaire droite est complètement bouchée. On voit même le cœur, dilaté par l'effort surhumain qu'il est en train de fournir pour essayer de pousser le sang contre ce barrage. Ok, le diagnostic est posé. Mais attention, le combat est très loin d'être gagné. C'est là que commence la deuxième phase, qui est tout aussi critique, le choix d'un traitement, qui lui aussi est une question de vie ou de mort. Le patient est bien trop instable. Attendre, ce n'est tout simplement pas une option. L'équipe doit prendre un risque calculé et agir de la manière la plus agressive possible pour détruire ce caillot, même si le remède est, en lui-même, dangereux. Le protocole choisi, c'est la thrombolyse. En fait, on injecte un médicament surpuissant, l'actylyse, qui agit comme un véritable déboucheur chimique pour les vaisseaux sanguins. C'est une solution radicale, mais avec un risque majeur, l'hémorragie. Et d'ailleurs, la complication ne tarde pas à arriver, sous la forme d'un saignement des gencives. Heureusement, il est maîtrisé. Alors, ce pari à haut risque, est-ce qu'il a fonctionné ? Les minutes qui suivent vont livrer un verdict. Et quel verdict ? La transformation est juste spectaculaire. La saturation en oxygène remonte à 99% avec une aide minimale. Le cœur se calme, la pression artérielle se stabilise et l'acidose dans le sang disparaît complètement. C'est la preuve physiologique que l'autoroute vers les poumons a été débloquée. Le traitement a marché. Au-delà du soulagement, ce cas est une source d'enseignement incroyablement riche sur la gestion des urgences vitales. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? 4 points clés ressortent. Premièrement, face à une embolie massive instable, la thrombolyse est une action décisive. Deuxièmement, la vitesse du diagnostic est la clé de tout. Troisièmement, il faut toujours anticiper et se préparer à gérer les complications, comme les saignements. Et enfin, une intervention d'urgence réussie, c'est aussi avoir déjà planifié l'étape d'après, comme le transfert en soins intensifs.
Et ça nous laisse avec une question finale. Ce cas illustre un enchaînement quasi parfait de déduction, de diagnostic et d'action. Comment est-ce que des individus et des équipes arrivent sous une pression immense à assembler un puzzle aussi complexe pour prendre la bonne décision quand chaque minute peut faire la différence entre la vie et la mort? C'est ça le cœur même de la médecine d'urgence.